bienvenue à la série française du podcast Talking Success Connecting the Global FinTech Community. Je suis John Saloumou. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Tanguy Bokeh. Il est CEO et cofondateur de Yago. Yago est une scale-up en InsurTech. Elle révolutionne l'expérience des utilisateurs en matière d'assurance et des services financiers. Grâce à sa plateforme digitale et à son service client exceptionnel, Yago simplifie l'achat et la gestion des produits d'assurance et financiers. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Tanguy Bokeh. Avec lui, nous allons discuter. Bonjour Tanguy. Bonjour John. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, toujours très heureux de pouvoir discuter sur l'InsurTech, sur les enjeux de la technologie et comment est-ce que la technologie peut nous aider à simplifier l'assurance et surtout permettre d'avoir la meilleure expérience client. On sait que l'assurance c'est un domaine qui est très important dans le monde de tout un chacun. Donc c'est très beau en tout cas de pouvoir discuter de ça avec toi, John. Non, mais c'est merveilleux. J'ai aussi, je suis très content d'être là aussi et de discuter par rapport à ces aspects. Et d'abord, en commençant, Tanguy, tu es à Bruxelles en ce moment? Ouais, on est à Bruxelles, donc Yago, on est basé en Bruxelles, Belgique, donc et pour le moment, on n'est que basé en Belgique, mais même si on aime bien regarder un peu ce qui se passe sur les dans le reste du monde, parce que c'est vrai que c'est toujours très instructif de pouvoir à la fois écouter des podcasts, échanger avec toi, John, ou échanger avec toute une série de personnes qui connaissent bien l'InsurTech dans le monde. En tout cas, c'est une très 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 bonne chose. Alors, Tanguy, on va commencer, mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu plus par rapport à ton parcours professionnel? Donc moi j'ai 30 ans, j'ai lancé Yago, donc qui s'appelait à l'époque Séraphin, mais j'ai lancé ça quand j'avais 23 ans, j'étais à la sortie des études, j'avais fait 4 stages, j'ai appris pas mal de choses dans mes études et dans les expériences professionnelles précédentes. Mhm. Pour moi j'avais le désir de pouvoir lancer une entreprise qui répondait à un problème concret pour les clients et qui allait pouvoir faciliter, simplifier la vie de tout un chacun. Et donc c'est vrai que l'assurance est un domaine qui est extrêmement nécessaire, on en a déjà parlé, mais qui en même temps connaît une très mauvaise expérience et donc je me suis dit tiens il y a quelque chose à faire dans le domaine de l'assurance, pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée et donc c'est là que je me suis dit tiens je n'ai que 23 ans mais je me suis entouré de toute une équipe très rapidement et donc ce qui nous a permis ensuite de pouvoir décoller et ce qu'aujourd'hui maintenant on est déjà plus de 50, on passait à 70 ou à 70 comme on dit en belge à la fin Mhm. de cette année-ci, donc c'est toujours très intéressant d'avoir des beaux challenges devant nous. Non, mais en tout cas, c'est très, très intéressant, Tanguy. Mais dis-moi, parlant de l'insurtech ou du marché de l'assurance particulièrement, quels sont les facteurs est-ce que l'on peut prendre en compte lorsqu'on veut, digitaliser le marché de l'assurance? Il y a énormément de facteurs qu'on a à prendre en compte. D'abord, le facteur numéro un, c'est les clients, puisqu'on va évidemment digitaliser des produits ou l'industrie, mais pour les clients, il faut que ça réponde à un besoin. Donc évidemment, l'appétence digitale des clients. Deuxièmement aussi, en fonction du rôle qu'on prend dans la chaîne de valeur, quel est Mhm. les partenaires avec qui on peut travailler voir aussi leur propension à être digital, surtout si comme nous on est courtier. Mhm. Troisièmement aussi, je pense que c'est l'environnement législatif, Mhm. l'aspect régulatoire, voir aussi est-ce qu'on est dans un environnement qui permet aussi de digitaliser ou est-ce que les contraintes de la législation sont trop fortes en la matière. Donc je pense que les Mhm. trois éléments clés à regarder, les clients, les fournisseurs et le cadre législatif, c'est ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour digitaliser le marché de l'assurance. Mhm, mhm. Non, je vois. Mais c'est vrai qu'on a les clients d'un côté, les partenaires, mais aussi l'environnement législatif. Mais si on doit essayer un peu de s'étendre un peu plus sur l'un des facteurs, parlons de l'environnement législatif, par exemple, tout ce qui a trait à la réglementation. Comment est-ce que vous faites pour survoler cela? Voilà, c'est vrai que quand on veut digitaliser un parcours, ou des parcours d'achat, c'est vrai qu'il y a et donc nous il y a toute une série de contraintes législatives qu'on doit suivre. Donc c'est Ouais. dans le métier en Belgique, on doit informer diligentement nos clients. Mhm. Et donc c'est vrai il faut bien le faire. Donc il faut aussi quand on va digitaliser le secteur de l'assurance, s'assurer ou digitaliser les parcours d'achat comme on le fait, révolutionner Ouais. l'expérience d'assurance. Mais il faut Mhm. s'assurer qu'on va bien évidemment répondre à toutes ces
contraintes qui sont imposées et pour pouvoir vraiment donner aussi le meilleur conseil aux clients. Ça, c'est le point 1. Et le point 2 aussi, peut-être pour revenir sur le premier point, je pense qu'il faut aussi, quand on digitalise un marché, aussi comprendre l'appétence digitale. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui en Belgique, il y a, et j'en parle souvent, il y a que 5 à 10% des Belges qui achètent un contrat d'assurance en ligne, alors que la propension des personnes qui sont prêtes ou qui souhaitent acheter leurs assurances en ligne ou gérer leur contrat d'assurance en ligne, c'est de 35% en Belgique. Donc, on voit qu'il y a une forte appétence et ça a grandi de 50% après le Covid. Et donc, on voit que le Covid, ça a vraiment eu un impact positif sur la volonté de pouvoir, voilà, gérer plus facilement et de manière plus digitale aussi ces assurances, même si aujourd'hui, on voit que les Belges ne le font pas encore. Et donc, il faut aussi, voilà, il y a un accompagnement à faire au niveau de ce marché, comprendre vraiment les besoins, comprendre quelles sont les demandes des clients, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas encore, et avoir ce travail d'éducation pour répondre vraiment à leurs besoins. Je pense que ça, c'est aussi très important quand on veut digitaliser le marché, comprendre vraiment et parler à nos clients finaux. Non, je comprends parfaitement. Mais alors, dis-nous un peu, Tanguy, lorsqu'on on voit l'industrie, l'insurtech particulièrement, et quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs de l'insurtech? Bah, il y a bon après il y a dans l'insurtech, il y a différents acteurs, hein, évidemment. Nous, on a une plateforme de distribution, une plateforme de courtier, voilà, mais où, Ouais, nous, on a certains défis. Je pense qu'il y a également d'autres acteurs dans l'insurtech. Il y en a qui vont se spécialiser, qui vont innover sur un seul produit, donc ils vont ouais. digitaliser, lancer un nouveau produit et avec lequel ils vont pouvoir aller après de manière mondiale. C'est ce que fait un Lemonade, par exemple, qui a lancé une assurance habitation, qui ensuite va répliquer ça. Où on peut innover également dans la partie dans la gestion seule du sinistre. On peut innover, être un acteur de l'insurtech aussi dans le domaine de la comparaison. Donc évidemment, en fonction du type d'acteur de l'insurtech, en fonction du type d'acteur qu'on est, eh bien ça va avoir un impact évidemment sur les challenges qu'on a. Aujourd'hui, nous, en tant que plateforme de distribution, ben évidemment, le défi numéro un qu'on a, c'est un défi de distribution, donc Ok. de marketing, et de visibilité, de notoriété, de si on est dans le B2C, mais on fait également maintenant de plus en plus dans l'embedded insurance, donc arriver à proposer directement nos produits d'assurance via des flows et me proposer nos assurances directement dans les flows de nos partenaires. Donc là aussi, il faut pouvoir identifier aussi quels sont les bons partenaires, pouvoir s'intégrer avec eux. C'est aussi des enjeux qui sont importants pour vraiment répondre à ce défi de la distribution, d'être connu, de devenir aussi top of mind. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on est un acteur de l'insurtech, quand on se lance, on a peut-être moins le budget que ce que d'autres acteurs déjà bien installés dans la place peuvent avoir. Donc, il faut aussi se montrer créatif, ingénieux, pour faire aussi un marketing qui soit et des visibilités qui soient payantes et avec un retour positif. Je dirais que c'est un peu le grand défi. Oui, oui, je comprends. Essayer d'être un peu plus créatif. Mais dis-moi, Tanguy, restons un peu sur tout ce qui a trait avec les ShoreTech. Est-ce que tu penses que, trouves-tu que l'innovation ou même, puisque tu parles d'être créatif, mais quelle est la place qu'a l'innovation dans l'industrie particulièrement? Je pense que la place la place d'innovation, elle est quand même clé dans le domaine de l'assurance. Aujourd'hui, je pense qu'on a sous-investi gravement dans l'innovation dans l'assurance. Ça fait Ouais. bien longtemps que, en fait, je pense que même si on regarde en Belgique, mais je pense qu'au niveau européen, au niveau mondial, c'est assez vrai. Je pense que le NPS, donc le Net Promoter Score, le score de recommandation, en fait, et le score qui pourrait s'assimiler au score de satisfaction des clients, mais le Mhm. score de recommandation de l'assurance, il est très faible, il est seulement de 6%, alors qu'on est entre le minimum c'est -100, maximum c'est +100. Donc ça veut dire que les clients sont très peu satisfaits en fait de leurs assurances. Et donc et on peut voir que ce score de 6%, il est en dessous par rapport à ce qu'on peut voir des domaines comme la banque Mhm. qui est déjà plus en avance, ou alors après ou des domaines les domaines qui sont les plus élevés, c'est ceux de l'achat en ligne, de pouvoir voilà d'autres de matériel de commodité qu'on pourrait acheter en ligne. Mais l'assurance c'est vraiment en retrait, et donc on peut voir que, et c'est en retrait parce qu'on a
trop peu investi dans ce domaine, et spécialement en Belgique. Mhm. Et donc aujourd'hui, l'innovation maintenant est aussi un facteur clé qui permet aussi de se différencier, qui permet aussi de gagner des parts de marché. Nous, c'est Mhm. ce qu'on voit en pouvant innover à la fois dans les parcours de souscription, dans, et dans la recherche et développement qu'on fait aussi pour pouvoir avoir Mhm. l'expérience la meilleure pour les clients. Ça Mhm. permet de se différencier, d'avoir une meilleure notoriété, une meilleure satisfaction client. Et donc c'est aussi un score dont nous on est très fiers. C'est justement le NPS. Je l'en parlais, c'est le NPS, Net Promoter Score. Ouais. Hein, je rappelle, le score de satisfaction des clients est Ouais. seulement de 6% dans l'assurance. Et nous on est de l'ordre de 80% depuis le début d'année. Ok. Donc c'est vraiment un score qui est très important. Ce qui veut dire que les clients sont très satisfaits aujourd'hui d'avoir à la fois Mhm. une plateforme digitale sur laquelle les clients peuvent acheter et gérer tous leurs contrats d'assurance, mais également un bon service client derrière, Mhm. puisqu'on pour nous la clé de la réussite dans le digital, c'est ce côté digital et humain, et c'est Mhm. vraiment sur ces deux côtés-là que Yago va jouer. Mhm. Non, mais et ça c'est très important quand tu dis que le côté digital et humain. Je pense que c'est un point très important sur lequel on peut s'étendre encore un peu plus. La place particulièrement de voilà de l'humain dans le digital, si on peut le dire de cette manière. Euh, Est-ce que tu peux Ben, nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous, Yago, on va vraiment se positionner comme guide de confiance dans Ok. l'environnement digital pour le client. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui investissent dans le secteur digital, mais est-ce Mhm. qu'on peut vraiment faire? Et donc nous, on veut vraiment se démarquer comme étant la personne ou Yago, en tout cas l'acteur à qui on peut faire confiance, parce que Ouais. on a on a des SLA qui sont quand même très importants. Nous, quand un client a un sinistre, dans les 2 heures, on peut le contacter, le prendre par la main et le guider. Et donc là, on sait Mhm. qu'il y a des moments qui sont clés dans l'expérience client. C'est à la fois quand il y a un client qui est souscrit son contrat et également quand un client a un sinistre. C'est les deux moments clés, c'est deux moments où on veut être très proche Mhm. et de temps en temps faire un petit coup de fil ou alors en tout cas avoir cette touche humaine ou cette proximité parce que le coup de fil, coup de téléphone, c'est une chose, mais on peut également avoir cette proximité avec plein d'autres manières aujourd'hui dans le digital, mais Mhm. cette touche-là va vraiment aussi faire la différence. Et donc nous, on Mhm. veut bien évidemment se positionner dessus. Et en parallèle, continuer à investir massivement aussi dans le côté digital parce que c'est ce qu'on a ça répond vraiment aussi aux attentes et aux tendances du marché et aux clients qui veulent aussi pouvoir maintenant gérer tout facilement et tout en ayant cette bonne qualité de service client. Donc c'est vraiment les deux impacts sur Mhm. lesquels on va jouer et le fait d'avoir digitalisé aussi non seulement les parcours d'achat mais toute avoir une plateforme aussi de gestion en interne qui automatise énormément de choses Yes. permet aussi à nos sales, à nos conseillers commerciaux et à nos experts de pouvoir contacter beaucoup plus rapidement les clients et d'avoir vraiment du temps de qualité ou du temps pour conseiller les clients au mieux et ainsi se démarquer aussi des acteurs où aujourd'hui, à cause de la paperasserie administrative ou à cause des contraintes législatives qui peuvent exister, eh bien parfois Ouais. les conseillers commerciaux n'ont pas le temps d'aider vraiment les clients, alors que nous, le fait d'avoir digitalisé tout ça, c'est pour une plus grande proximité, une plus grande réactivité Mhm. pour nos clients. Ok, ok, ok. Non, mais ça c'est très important et c'est très bien noté de notre part. Et puis bon, lorsqu'on parle toujours de l'industrie, toujours en restant sur l'industrie, quelle est la place, j'ai envie de dire la place de l'IA et de la data, mais je sais que avec Iago vous n'êtes pas trop dans l'IA, mais on peut parler un peu plus sur la data dans les ShowTech. Oui, tout à fait. L'IA, en tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde. Et en fait, c'est vrai que l'IA est intéressante quand on a un certain volume. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a plus de 150 000 users de notre plateforme. Et donc, Ok. on commence à avoir un volume significatif. Maintenant, je pense qu'au niveau de la data, c'est la clé dans le monde actuel. Pouvoir traquer ce que font nos clients, Mhm. comprendre aussi ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, comprendre l'environnement de leur portefeuille d'assurance, pouvoir aussi identifier le comportement de nos utilisateurs sur le site, comprendre quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, pouvoir ensuite améliorer et spécialement quand on parle de révolution de l'expérience client, ça passe vraiment par les parcours de souscription, les parcours de sinistre, déclaration de sinistre. Ben nous, Mhm. vraiment, la donnée va être clé, puisque la donnée va permettre euh, de s'assurer que le parcours de souscription est vraiment frictionless, Mhm. c'est-à-dire sans friction, que le client puisse vraiment
avoir la meilleure expérience client possible. Et ça se passe par la data. Et donc, moi, j'aime toujours bien dire que toutes les décisions qu'on prend, tous les développements qu'on va faire, toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on va développer doivent toujours partir d'un problème qu'on va mesurer et où on va identifier le problème toujours par des données. Donc, nous, c'est pour ça on a des data analystes aussi en interne pour pouvoir identifier ces données et prendre ensuite les bonnes décisions. Donc la donnée, la data, je pense que c'est vraiment la clé, et c'est aussi une fois qu'on a cette data qu'on peut identifier peut-être quels sont les produits qui manquent aujourd'hui dans le domaine de l'assurance, et pouvoir aussi innover du côté produit en rajoutant ou en développant de nouvelles couvertures pour nos clients. Oui, non, justement, je pense que ce serait très important de toujours continuer à le faire. Mais alors, mais dis-moi, Tanguy, un aspect important aussi dont j'aimerais que l'on puisse toucher quand même un peu, c'est l'aspect de la scalabilité quand même dans Oui, tout à fait. dans l'industrie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu par rapport à cela? Scott, could you design a video game? I could make you a hypothetical one. If I took some random genres, mechanics, maybe blended them together, and created a new hypothetical game. Now that would make a great podcast. Undoubtedly. So what would you make? Something original and exciting? A Dark Souls city builder? A co-op roguelike? Everything. All of that. We could use the Nemesis system and put it in a first-person shooter. And we could have a loot system with survival mechanics and motion controls. And maybe you could... I don't know, save a kingdom from some out-of-control toasters. What about party? Catch the Gaming Blender on all your favourite podcast platforms. L'enjeu, la scalabilité, c'est l'enjeu que toute boîte rencontre, spécialement toute boîte technologique. Et ce qui est important pour pouvoir réussir ce scaling, c'est qu'il faut mettre... directement, quand on crée l'entreprise, avoir l'ambition de scaler, de pouvoir scaler non seulement en termes d'équipe, mais aussi scaler de manière géographique. Et la clé pour moi de la réussite du scaling, c'est d'abord de garder cette mentalité de scaling toujours au fond de soi, et de le préparer et de le partager aussi avec les équipes. Ça, je dirais que c'est le point 1. Deuxième point aussi, en ce qui concerne le scaling, c'est qu'il faut aussi pouvoir faire les bons recrutements pour pouvoir parce qu'évidemment, quand on est au début au Yago, on est passé à 2, puis à 20, puis à 50 maintenant, on a passé à 70. C'est sûr qu'il faut aussi avoir un plan de développement, un plan de carrière pour pouvoir pour s'assurer que les personnes, parce que les personnes qui sont là quand on est 20, c'est pas les mêmes profils dont on a besoin quand on est 70, et donc il faut aussi être visionnaire dans les recrutements qu'on va réaliser. Je pense que ça, c'est un point important à dire. Et ensuite aussi, troisième point, c'est bien pour réussir le scaling, il faut aussi garder à l'état d'esprit que on va le faire ensemble en équipe, et donc régulièrement toujours redonner le contexte, redonner le cadre, redonner la vision à l'ensemble des équipes permet aussi de s'assurer qu'on va toujours bien dans la même direction. Donc pour moi, continuer à avoir une équipe qui est fédérée, qui est soudée, c'est la meilleure manière aussi de réussir ce scaling. Non, je comprends parfaitement. Et puis, quand tu parles de cet aspect-là, ça m'amène à vouloir que l'on puisse parler de cet aspect qui a trait au leadership, parce que tu nous dis qu'il faut garder à l'esprit on va le faire en équipe. Mais comment un CEO qui nous écoute en ce moment, un chef d'entreprise qui nous suit en ce moment, comment peut-il faire pour mieux fédérer son équipe? C'est une belle question. Je pense que c'est vraiment le défi de chacun des CEO. Et donc, c'est-à-dire qu'en tant que CEO, en tant que chef d'entreprise, il faut la première chose, évidemment, on doit rendre des comptes à nos actionnaires, mais il faut s'assurer aussi que le reste de l'équipe puisse suivre. Et donc, l'aspect fédérer une équipe et enthousiasmer une équipe autour d'un projet commun, je pense que c'est une des toutes premières missions dont doit s'occuper un chef d'entreprise. Et évidemment, pour fédérer, la meilleure manière de fédérer une équipe, c'est d'avoir une vision, d'avoir une ambition importante et d'avoir une vision qui soit ambitieuse, derrière laquelle l'ensemble de l'équipe peut vraiment se retrouver. Ça, je pense que c'est le point le plus important. Et par après aussi également continuer à avoir une culture d'entreprise qui soit très forte. La culture d'entreprise aujourd'hui est de plus en plus importante pour pouvoir attirer des talents et ensuite les retenir. Je pense qu'aujourd'hui, on le vit en Belgique, mais on le vit un peu partout dans le monde. Il y a de plus en plus
plus, je ne veux pas dire une guerre des talents, mais en tout cas des tensions sur le marché de l'emploi, parce que voilà, après l'épidémie du Covid, bien il y a eu l'économie reprend et c'est très bon signe. Mais c'est vrai que il faut continuer à garder ses talents et donc aussi avoir une culture d'entreprise qui soit forte et différenciante, permet aussi de s'assurer qu'on arrive aussi à fédérer l'équipe. Après, le dernier point aussi, et c'est des choses qu'on aime bien faire chez Yego. Pour continuer, je pense qu'un point pour fédérer aussi l'équipe, c'est l'aspect de transparence, ou en tout cas onboarder l'équipe régulièrement sur où est-ce que l'équipe, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'équipe par rapport au plan de développement, qu'est-ce qui a déjà été réalisé, où est-ce qu'on va aller dans le futur, et pouvoir montrer que c'est ensemble et que chacun puisse comprendre vraiment le rôle qu'il va jouer dans l'entreprise et de voir qu'en fait chacun a un rôle unique. Et c'est grâce au travail de chacun qu'on va arriver à se développer et continuer à bien grandir. Donc je pense que c'est un peu les 3 points les 3 conseils qu'on peut donner aussi à un chef d'entreprise pour essayer de continuer à fédérer autour de lui, autour de cette vision, autour de cette culture d'entreprise, et grâce aussi à cette transparence pour fédérer l'équipe. Dernier point, peut-être qu'on peut dire aussi, mais c'est sûr que garder une proximité avec les équipes en prenant le temps de qualité avec l'équipe, c'est aussi des choses qui sont toujours très appréciées. Moi, le vendredi, par exemple, j'aime bien passer 1 heure. J'ai booké 1 heure tous les vendredis de mon agenda pour passer du temps avec l'équipe et donc pouvoir m'asseoir à côté de chacun et comme ça, c'est aussi l'occasion de parler à chacun, de comprendre aussi les réalités que chacun peut vivre. Mais je sais que c'est toujours très apprécié des équipes et ça permet aussi d'avoir un leadership qui soit aussi proche des équipes et garder les équipes motivées. Non, mais en tout cas, c'est très bien. La proximité joue un rôle aussi très important parce que lorsqu'on veut avoir une équipe qui est en train de produire de bons résultats, c'est important aussi d'être proche de cette équipe-là. Mais je pense qu'on peut finir. Oui, je pense qu'on peut finir par ceci, Tanguy. Il y a plusieurs chefs d'entreprise qui nous suivent en ce moment et cette industrie, c'est une industrie où il y a plusieurs projets qui viennent et j'aimerais peut-être que tu puisses finir par donner quelques conseils. Quels conseils clés tu peux donner à un PDG qui nous suit en ce moment, un chef d'entreprise qui nous suit par rapport à comment gérer les projets, par rapport au processus et à la gestion de projets dans l'industrie, comment la personne peut mieux le faire? Je pense qu'aujourd'hui, un des grands dangers quand on a et quand on grandit, c'est de parfois avoir trop de projets l'un à côté de l'autre et parfois d'avoir un défocus. La meilleure manière de réussir un projet, c'est d'avoir un focus et qu'il soit un focus allié par toute la boîte. Et quand on a un focus qui est clair, et bien ça permet d'aller aussi plus vite plutôt que d'avoir mené 3 ou 4 projets de front. Après maintenant, c'est vrai quand on grandit et qu'on devient plus important, il faut arriver à peut-être avoir plusieurs projets, mais en tout cas les choisir et s'assurer que ces projets cadrent bien dans la stratégie globale de l'entreprise. Ça, je pense que c'est un point qui est clé. Ensuite également pour la réussite de ces projets, je pense qu'aujourd'hui on a de plus en plus, faut s'entourer aussi des bonnes personnes et avoir. Je pense que l'environnement technologique et l'environnement concurrentiel bougent vite et donc c'est vrai qu'il faut aussi investir massivement dans la formation de nos collaborateurs pour que les collaborateurs puissent continuer à être up to date et up to speed pour mener aussi des projets qui sont de plus en plus digitaux et donc c'est vrai que ces projets sont des projets qui sont ambitieux où c'est vrai que il y a des nouvelles positions, des nouveaux profils qui se créent chaque année dans une boîte et donc il faut aussi pouvoir rester entre guillemets à la page en tant que dirigeant, pouvoir continuer à comprendre ce que font nos équipes et aussi en parallèle le dirigeant, le chef d'entreprise doit aussi continuer à se former et une formation continue qui est importante pour pouvoir continuer à comprendre vers où va aller l'industrie, comment est-ce que nos concurrents bougent et c'est grâce à comprendre aussi le marché, comprendre les attentes toujours des clients parce qu'in fine c'est toujours ça qu'on veut faire, c'est une fois qu'on a identifié un problème pour lequel un problème des clients, c'est parce qu'il y a un problème des clients qu'il y aura un marché et c'est si un marché alors qu'on pourra trouver une rémunération derrière et donc des actionnaires qui in fine sont contents. C'est un peu les points je dirais
pour continuer à mener bien les projets. Rester focus. Ouais. 2, continuer à investir dans la formation des équipes, sélectionner les bonnes personnes. Et 3, aussi continuer à regarder l'environnement compétitif et continuer aussi à être au courant et des besoins aussi des clients, parce que c'est ça aussi qui permettra la réussite toujours d'une entreprise, quelle qu'elle soit. C'est ça qui permettra la réussite d'une entreprise, quelle qu'elle soit. En tout cas, merci beaucoup, Tanguy. C'est très bien noté. Merci pour ce temps d'échange. Merci John. C'est très sympa en tout cas de pouvoir échanger sur ce beau domaine qu'est l'InsurTech. Bien sûr, merci Tanguy. Peut-être pour finir, s'il y a des gens qui veulent te contacter, comment ils font? Ils peuvent me contacter sur mon adresse mail tanguy.bokeh@yago.be, sinon sur LinkedIn. Je suis toujours prêt à échanger. C'est toujours chouette de pouvoir discuter avec des acteurs du domaine, ou des acteurs en tout cas qui veulent réfléchir à comment est-ce qu'il est possible de donner une meilleure expérience aux clients dans le domaine de l'assurance et des services financiers. En tout cas, c'est ça aussi les points qui sont importants pour continuer à grandir. En tout cas, c'est très bien noté. Merci beaucoup Tanguy et merci pour ce temps. Merci John. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global FinTech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web talentinthecloud.io.